Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette dernière table ronde de l'après-midi. Donc je suis Julie Gelé, je suis chargée de communication au MACVAL et plus particulièrement de communication numérique. Et donc comme Viviana et Alix précédemment aujourd'hui, je suis alumni du master et donc je faisais partie de la première promo il y a 10 ans. J'étais sur la photographie qu'a montré François Mérès ce matin. Et j'ai la chance aussi de boucler la boucle et d'être aussi enseignante dans le master depuis 2 ans. Voilà, et d'avoir le plaisir d'enseigner à ces super promos. Donc merci à elles et eux pour l'organisation. Et puis aussi, je vais faire comme Viviana, remercier François Mérès, Fabien Vanguard pour leur gestion du master depuis ces années. Moi, je vais animer cette table ronde et je vais être un peu la présence naïve pour cette table ronde, parce que je suis loin d'être experte sur le sujet de l'intelligence artificielle, qui n'a pas arrêté de revenir un peu toute la journée, donc on sent un peu que c'est le sujet qui anime un peu toutes nos institutions, et puis aussi les étudiants et les étudiantes sur le sujet du numérique au musée en ce moment. Donc on sent qu'on a envie de parler de ça depuis ce matin, donc on va y aller, on va rentrer dans le sujet. Petite introduction et puis après je présenterai nos invités. Donc comme je disais, on est vraiment dans un sujet extrêmement d'actualité. On est en quelques années, voire quelques mois, et puis là même quelques semaines, quelques jours. On a un sujet un peu qui est passé d'un fantasme un peu de science-fiction à un sujet concret, à un outil qui devient presque quotidien déjà pour certains et certaines, avec un accès simplifié pour le grand public, et c'est là aussi que se posent beaucoup de questions. Donc voilà, ChatGPT, OpenAI, Midjourney, DALL-E s'invitent dans les médias, dans les foyers, dans les universités, charriant son lot de fascination, de questionnement et même d'inquiétude. Nos institutions muséales en particulier, qui sont le cœur de la création, de sa préservation, de sa monstration. Nos institutions, elles sont aussi les grands témoins des évolutions sociétales, et donc elles s'emparent forcément du sujet de l'IA. Ils l'interrogent, s'approprient les outils, voire les développent eux-mêmes. On va voir aussi ce sujet-là. Et donc, notre journée d'études aujourd'hui s'appelait Virtuel ou vertueux sur le numérique, et puis particulièrement IA et au-delà pour notre table ronde, les nouvelles frontières du numérique au musée. On a vu depuis ce matin que le numérique au musée, ça peut être des applications de visite, des réseaux sociaux, des métiers qui s'étendent, qui se diversifient. Et une des nouvelles frontières du numérique au musée, c'est clairement l'intelligence artificielle. Donc on va se poser ces questions-là. Quel rôle nos institutions, nos entreprises aussi prestataires qui travaillent avec des institutions, quel rôle les artistes vont jouer dans cette révolution technologique qui devient en fait hautement culturelle, et on est vraiment dans le cœur du sujet ces derniers jours. Comment garder la main sur ces outils, les utiliser à bon escient? Qu'est-ce que l'IA peut pour nous, pour nos métiers? Voilà, c'est les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui avec nos intervenants et nos intervenantes, que je vais présenter très rapidement, et puis je vous laisserai après vous présenter plus en détail vos parcours, et puis peut-être on va s'attarder sur des projets un peu phares que vous avez pu mener avec l'intelligence artificielle. Je vais arrêter de vous tourner le dos aussi, pardon. J'essaie de pas être dans le... Voilà. Donc je vais commencer dans le sens où vous êtes. Et donc nous avons avec nous Marion Charpier, alors qui n'est pas chef de projet. Alors, Marion Charpier, qui est chercheuse à l'École nationale des chartes et qui travaille plus particulièrement avec le Musée des arts décoratifs sur un projet d'IA et sur un projet d'IA concernant les collections du Musée des arts décoratifs. À côté, nous avons Alix Debuche, qui est donc directeur de projet chez Askmona, dont on a parlé aussi un peu toute la journée de Askmona. C'est revenu un peu sur toutes les tables rondes. Charlotte Clergeau, qui est chargée de projet numérique chez France Muséum, et plus particulièrement donc, sur les sujets de médiation numérique
pour le Louvre Abu Dhabi, qui nous parlera là aussi d'un sujet, d'un projet très spécifique de médiation pour une exposition au Louvre Abu Dhabi qui a ouvert il y a quelques mois même. Et enfin, Dominique Moulon, qui est commissaire d'exposition indépendant sur le numérique, docteur en histoire de l'art et critique d'art, et qui pourra, lui, nous parler des aspects un peu plus artistique et création et place de l'IA dans la création et dans l'art contemporain en particulier. Voilà. Juste une petite introduction et ensuite après j'arrête de parler et je laisse la parole à nos intervenants. Une mini introduction technique parce qu'en fait on n'arrête pas de parler d'IA depuis ce matin très rapidement. Mais c'est quoi l'IA? Comme je disais, moi je vous parle d'un regard un peu novice. En gros, et je laisserai les intervenants me reprendre et me couper, allez-y, faites-vous plaisir, si je dis des grosses bêtises. On a en gros 2 sujets. L'IA analytique, qui va servir à classer, catégoriser des données existantes, et donc appliquer aux images, par exemple, le modèle d'IA analytique, elles ont pour tâche de détecter, reconnaître, classer, ça va être de la gestion de données. Et là, je pense que Marion pourra nous parler un peu plus précisément de ce sujet-là. Et on a la version superstar que tout le monde connaît en ce moment, qui est l'IA générative, qui permet de générer des nouvelles données, cette fois-ci, donc du texte, du son, de l'image fixe, de l'image en mouvement. Là aussi, on est dans l'actu, après avoir été entraîné à partir d'autres données. Donc c'est un peu l'effet l'usage qui va déclencher un peu l'effet de mode de ces dernières années, puisque c'est la forme de l'IA qui s'est invitée dans les foyers, notamment avec ChatGPT. Et l'IA dans les musées, on peut analyser, on va dire, 2 grands courants. Ça va être un outil de création dans l'art, et là, Dominique pourra particulièrement nous parler de ce sujet. Exemple d'actualité aussi, on a une exposition qui ouvre dans quelques jours, pour le coup, au Jeu de Paume, Le Monde selon l'IA, qui va, pour le coup, présenter beaucoup de travaux d'artistes qui s'emparent de l'IA. Donc on a cette partie-là, et puis on a aussi l'IA dans les usages, dont on a beaucoup parlé aussi un peu au fil de la journée. Côté métier, pour la conservation, côté visiteur, avec des outils de médiation, des bots conversationnels, et là, Alix et Charlotte pour nous parler de ces sujets-là. Voilà, c'était un rapide tour d'horizon, juste pour qu'on parle à peu près tous des mêmes choses. Et je vais laisser peut-être Marion commencer. Nous présenter un peu son travail et aussi formation, voilà. Donc moi, en fait, je travaille sur un projet qui s'appelle TornH. Donc je vous propose en fait de poser la question l'IA entre musées et donc vous faire un retour d'expérience sur ce projet qui a un peu plus d'1 an maintenant. Enfin, le projet en tant que tel a été initié en octobre, mais est dans la continuité directe d'un autre projet pour lequel j'étais chef de projet au sein de l'institution à l'octobre 2023. Et ce projet, en fait, est à l'initiative de Bénédicte Gady, qui est actuellement la directrice par intérim du Musée des Arts Décoratifs, mais qui est surtout la directrice du département des papiers peints, photographies et dessins du Musée des Arts Décoratifs. Quand elle a fait un grand chantier de collection en vue de la réfection du département, j'en profite pour vous inviter à aller voir le nouveau département qui est absolument sublime. Le constat a été fait qu'au sein seul du département des dessins, papier peint et photos, il y avait près d'1 million d'œuvres, dont plus de 700 000 qui étaient non inventoriées. Les calculs ont été faits par Bénédicte et son équipe de conservation, et en faisant des calculs, en appliquant les méthodes traditionnelles d'analyse et de description des œuvres, le résultat est tombé, il faudrait 643 ans pour pouvoir terminer l'inventaire, avec évidemment toutes les obligations d'inventaire décennal qu'il faut rendre auprès du ministère de la Culture. Tout ceci est très compliqué, et donc elle s'est dit que l'IA pouvait faire quelque chose. Et donc c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec Emmanuel Bermez, qui dirige le master TNH de l'École des Chartes, dont je suis diplômée, et qui m'a mise en contact avec Bénédicte, puisqu'avant de faire ce master, j'ai fait une thèse en histoire médiévale sur l'iconographie.
Je suis aussi diplômée de l'école du Louvre et qu'en fait, le double aspect, on va dire, de ma formation, à la fois historienne de l'art, historienne et avec des compétences techniques en IA, se regroupait très très bien pour travailler sur ce projet. Donc je vous ai mis une illustration de Jean Royer, donc, qui est un designer français que vous connaissez peut-être, puisque ses œuvres se vendent très très bien aux enchères. Et il y a un problème, en fait, il y a beaucoup de faux qui sont faits, puisqu'un canapé Jean Royer peut partir pour plus d'1 million d'euros. Ça a été le cas il y a quelques semaines encore. Donc, l'idée, c'était de pouvoir en fait répondre assez rapidement aux différentes sollicitations des chercheurs, mais en particulier des maisons de vente, sur la production réelle de Jean Royer. Et donc, c'est comme ça que le projet a été initié, donc d'utiliser des modèles d'IA, donc analytiques, en fait, c'est ce qu'on appelle de la computer vision. Donc, c'est vraiment l'IA qui se focalise sur l'analyse d'images. Il y a plusieurs types de computer vision. Il y a ce qu'on appelle des modèles supervisés. Donc, moi, c'est ceux que j'utilise, c'est-à-dire qu'on va réentraîner des modèles qui sont mis à disposition en lui expliquant exactement les mots-clés et les éléments qu'on cherche à faire remonter. Et ensuite, il y a tout un travail autour de la réception de ces données, puisque le fonds Jean Royer, c'est 18 000 images avec certains dessins dans lesquels il y a plus de 70 annotations. Donc, on peut faire une moyenne à peu près à 100 000 annotations générées. Et donc, comment traiter en fait toutes ces informations. Donc ça, c'était le point de départ de ce projet, qui s'est inscrit plus globalement avec l'arrivée de Camille Hérodi à la direction générale de l'établissement, dans une réflexion même, autour du numérique au sein du musée. Et c'est comme ça qu'est né le projet sur lequel je travaille cette année, donc qui est Torn H, donc qui en fait est une collection plus massive que celle de Jean Royer, puisque là on parle de 400 000 photos, 12 500 bobines qui ne sont pas encore numérisées pour la plupart, mais on se bat pour qu'elles le soient. Donc Torn H, en fait, c'est Enrault à l'envers. Paul Enrault, donc c'est un photographe du mi-temps, on va dire, du XXe siècle, qui a fait énormément de photos de bâtiments, d'architecture, mais qui a aussi amené tout un regard vraiment artistique en fait sur les œuvres. Et donc on s'est dit, partant du projet Jean Royer qui est encore en cours, puisque un projet d'IA c'est très long à mener, comment est-ce qu'on pourrait étendre encore plus cette approche, et surtout la véritable problématique, c'est comment intégrer les pratiques d'IA dans les pratiques métiers auprès des conservateurs, des attachés de conservation, de toutes les personnes en fait qui ont le savoir scientifique sur ces œuvres. L'idée n'étant absolument pas de remplacer ces personnes, mais de les aider, rapport aux 643 ans nécessaires pour pouvoir faire les inventaires. Donc, on est parti de ce modèle donc on entraîne un modèle, on apprend à générer des mots-clés, donc ça prend du temps parce qu'il faut annoter les images, il faut faire plusieurs passes pour avoir un modèle qui ait la robustesse nécessaire pour pouvoir être déployé sur l'ensemble des collections. Et surtout, on s'est dit qu'il y avait quand même d'autres outils de computer vision qui sont extrêmement importants. Il y a ce qu'on appelle la similarité. Donc, par exemple, quand vous faites un Google Lens, vous rentrez une image, il va vous sortir des images similaires. Donc ça aussi, c'est des outils qu'on a décidé d'utiliser. Et en parallèle de ces traitements purement IA, on a aussi décidé d'avoir des traitements, on va dire, un peu plus classiques, c'est-à-dire du traitement computationnel standard, c'est-à-dire en fait on travaille avec des scripts. Donc là je vous ai mis un schéma qui est extrêmement compliqué et que je ne vais pas du tout vous décrire, mais pour vous montrer que l'IA c'est une brique dans l'ensemble de tout un processus. L'IA c'est cette brique-là. C'est la seule chose qui est utilisé, c'est le seul module de tout ce que vous voyez autour qui nous permet en fait de générer ces données. Puisqu'en réalité, la problématique, c'est pas tant l'utilisation des modèles qui est relativement simple à mettre en place. Honnêtement, il y a plein de tutos sur YouTube qui vous montrent comment faire, mais c'est vraiment toute la gestion de ces données. Puisque quand on utilise des modèles d'IA, c'est qu'on est face à une volumétrie conséquente et donc on ne peut pas gérer ça manuellement. Il n'y a aucun intérêt à générer 100 000 annotations pour les rentrer manuellement ensuite dans la base de données. Ça n'a aucun sens. Donc, il y a tout un travail de réflexion, en fait, de traitement de données en amont et en aval qui se fait. Et là, en fait, la petite barrière inférieure, en fait, c'est ce qui
ce que j'appelle les scripts en fait plus classiques, c'est que la plupart des collections en fait ont une documentation qui est importante. Dans le cas de Jean Royer, on a la chance d'avoir un plan de classement qui a été fait par l'artiste lui-même, où il décrit ses œuvres. Et donc tout ça, ce sont des métadonnées qui sont présentes dans un fichier doc, donc absolument pas structuré. Donc il y a tout un travail de récupération de ces données, de traitement et d'alignement aussi avec ce qui va être généré. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir mélanger à la fois une approche, on va dire traditionnelle, computationnelle traditionnelle, et des traitements par IA pour pouvoir vraiment enrichir la base de données, limiter aussi la génération d'informations, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de régénérer de l'information déjà existante, mais vraiment de pouvoir réexploiter ce qui existe déjà. Ça limite les biais, puisque les modèles font des erreurs, c'est-à-dire que si vous utilisez ChatGPT en particulier pour lui demander de la bibliographie, vous avez quand même des trucs parfois un peu hallucinants. Michel Pastoureau a écrit plein de choses qu'il ne sait pas qu'il a écrit selon ChatGPT. Mais voilà, c'est vraiment en fait la rencontre de ces deux approches qui nous intéressaient, avec aussi une démarche écologique, puisque utiliser des modèles, c'est lourd, ça consomme énormément d'énergie. L'utilisation de ChatGPT est une catastrophe écologique. Je vous invite à jouer avec un outil qui a été développé par le ministère de la Culture, qui s'appelle Comparia, qui vous permet en fait de poser une question et vous aurez 2 réponses générées par 2 modèles différents et la consommation que ça a engrangé pour pouvoir avoir ce résultat. Et à peu près, on va dire un exemple simple qui est les recettes de cuisine. C'est comme si vous passiez 20 heures à regarder YouTube pour une donnée pas très compliquée à chercher. Donc voilà, on essaye aussi d'avoir une approche, on va dire, un peu rationalisée de toutes ces technologies, avec vraiment une volonté de mélanger ce qui existe déjà, ce qui est généré, et un traitement qui permet une intégration dans la base de données. Une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais tout le monde n'a pas mon profil au sein du Musée des Arts Décoratifs. Loin de là. Et donc, la question, c'était surtout de se poser à quel endroit l'IA peut être intéressante. Pour ça, j'ai fait une campagne d'entretien qui m'a permis en fait de mettre en avant, on va dire, 3 cas d'usage principaux. Le premier cas d'usage, c'est la question de l'inventaire. Donc on revient sur ces 643 ans. Donc j'ai interrogé différents types de profils au sein du musée, et tout le monde était unanime sur le fait qu'il fallait absolument faire quelque chose pour l'inventaire. Donc au sein de ce cas d'usage, il y a plusieurs branches qui se sont manifestées. Une aide à l'indexation, donc c'est le travail que j'ai fait sur Jean Royer, mais aussi d'autres IA en fait, pour pouvoir compléter l'historique des œuvres. Une des technologies de computer vision, donc on appelle l'HTR, qui est la reconnaissance d'écriture. Vous connaissez l'OCR peut-être, quand sur les téléphones, quand vous prenez en photo du texte, vous pouvez le récupérer, donc ça c'est de l'océrisation. Et l'HTR, c'est pour les écritures manuelles. Donc il y a aussi une volonté de pouvoir utiliser tous les registres extrêmement riches que possède le musée pour pouvoir en fait enrichir le musée avec ce qu'il possède déjà. Donc c'est quand même aussi tout un travail sur l'alignement entre la bibliothèque du musée et les archives d'une part, et la partie muséale de l'autre. Le deuxième cas d'usage qui est revenu, c'était l'exploration visuelle des collections. Puisqu'en fait, quand on a toutes ces œuvres, on a quand même envie, et même parfois même besoin, de pouvoir les explorer visuellement, avec 3 grandes demandes qui étaient de pouvoir rattacher les métadonnées préexistantes. Donc il y a un outil qui a été développé par un chercheur qui est actuellement en résidence au musée, qui s'appelle Robert Hardman. Donc c'est une application que les conservateurs ont sur leur téléphone, qui leur permet en fait de se balader dans les collections et avec leur téléphone, en fait la caméra, de scanner l'objet et de faire remonter la fiche qui est dans la base de données si elle est existante. Donc déjà, ça permet de trier ce qui est numérisé de ce qui ne l'est pas et récupérer les informations importantes. On a rattaché les médias, donc là c'est parce qu'il y a plusieurs fois des œuvres qui ont été numérisées, et aussi une aide pour la provenance, donc toujours de la similarité avec des œuvres produites par d'autres personnes ou à des époques similaires. Et enfin, le dernier cas d'usage, donc là qui est
pas du tout celui sur lequel je travaille, qui est la volonté en fait d'avoir des IA pour l'expérience visiteur, donc pour faire des explorations immersives des collections et intuitives. Donc ça, c'est des projets qui sont plutôt développés, en cours de réflexion et qui sont externalisés avec des prestataires techniques. Mais pour les deux précédents, c'est vraiment un travail de recherche qui est mis en place. Le projet a beaucoup voyagé, on a fait pas mal de présentations au sein de différents consortiums et la BNF est très intéressée et partenaire du projet. On a aussi un travail avec le musée d'Orsay qui va commencer dans un an. Donc il y a quand même une vraie volonté des différents musées de pouvoir intégrer en fait ces technologies dans leur quotidien. Et donc l'idée, c'est aussi de travailler sur des traitements qui sont reproductibles, à la fois pour les différentes collections du musée, mais aussi pour pouvoir être déployés dans d'autres institutions qui auraient des problématiques similaires. Donc c'est vraiment, là c'est vraiment un cas très, très concret et de recherche, et donc qui n'est pas du tout tourné vers les publics, mais qui a quand même un impact sur les publics parce que plus de descriptions dit aussi plus de métadonnées et donc une meilleure découvrabilité des œuvres du musée. Donc il y a quand même cet objectif final qui sous-tend tout le travail qui est mené dans le cadre de ce projet Torn-H. Voilà pour cette présentation un peu rapide, mais essentielle. Merci Marion. Du coup, c'est très bien, ça fait le bon lien pour enchaîner avec Alix pour le coup sur le sujet de l'expérience visiteur, parce que chez Ask Mona, vous êtes un peu les pionniers de l'usage de l'IA dans les outils de médiation. Exactement. Moi, je ne me considère pas pionnier puisque j'ai rejoint Ask Mona il y a 3 mois et que la boîte a 7 ans, mais oui. Effectivement... alors on a démarré avant l'IA sur le langage naturel, donc on est passé à l'IA générative dans l'année qui vient de se dérouler. Donc pour faire la différence, le langage naturel, c'est de l'analyse du langage et on va dire des scénarios arborescents qui permettent de répondre à tous les types de questions qu'on a pu anticiper. Le passage à l'IA générative, c'est soumettre à un moteur d'IA toute une donnée disponible pour qu'il combine et qu'il puisse répondre à un nombre de questions beaucoup plus vaste et de façon plus personnalisée. Donc on était sur quelque chose d'un petit peu intelligent, c'est-à-dire un ordinateur qui est capable de comprendre une phrase et d'apporter la réponse qu'on a programmée, à quelque chose de beaucoup plus puissant avec l'IA générative. Juste pour présenter rapidement Ask Mona, donc on en a 2 types de produits. On s'adresse soit à l'avant-visite, c'est-à-dire des chatbots d'infos pratiques. On ne se rend pas compte, mais en fait préparer sa visite au musée, ça peut être assez chronophage, que ce soit pour le visiteur, mais surtout pour les équipes d'accueil. Donc quand on est, par exemple, au Centre Pompidou, qui a une programmation pléthorique, dans plein d'espaces différents, avec des horaires complexes, etc., nous, aujourd'hui, on est capable, avec nos IA, de recommander en fait, une façon de visiter en fonction de ce que vous avez envie de voir, de l'heure où vous venez, avec qui vous venez, etc. Donc ça, c'est une partie de notre activité. Mais je pense que la partie qui nous intéresse le plus, c'est ce même produit, mais qu'on développe à des fins de médiation, donc pour la plupart de nos clients. Et l'idée, c'est, je développerai un peu après, mais l'idée, c'est de proposer une expérience de médiation supplémentaire, en plus des médiateurs et en plus de tout ce qui est déjà possible dans un musée, pour décupler finalement le partage du savoir dans des institutions culturelles avec des ressources assez énormes en termes d'art et de culture. Donc ça, c'est un peu les deux produits phares. Et puis on a un dernier produit pour être dans l'avant-visite, le pendant-visite et l'après-visite. C'est que pour, on va dire, prolonger l'expérience, on propose aussi aux boutiques des musées des magnettes intelligents. Donc ça va être des personnages importants à l'effigie du musée. Je prends la maison Victor Hugo, donc forcément on leur propose un magnète Victor Hugo. Et l'idée, c'est en retournant ce magnète de pouvoir scanner et d'arriver sur une conversation avec le personnage historique, ce qui permet de prolonger l'expérience visiteur, mais aussi de parler du musée en dehors du musée. Voilà un peu les trois types de projets qu'on mène. Et donc, avec l'équipe projet, notre rôle principal, c'est de déployer ces dispositifs. Pour aller rapidement, et je passerai la parole après, mais les enjeux, c'est essentiellement, et je vais rejoindre ce qu'a dit Marion à l'instant, mais l'IA, c'est très bien, mais sans humain, ça ne sert à rien. Donc moi, le cœur de mon propos, c'est de dire que l'IA ne rentre pas en concurrence avec les médiateurs, il vient les compléter. Je prends un exemple de la dernière médiation qu'on a conduite pour Pop Forever, Tom Wesselmann à la Fondation Louis Vuitton, où on a eu plusieurs dizaines de milliers de questions
qui ont été posées et auxquelles on a apporté des réponses. Je vous laisse calculer le nombre de médiateurs qu'il faudrait en plus pour répondre à toutes ces questions. On n'a plus de visiteurs, il n'y a plus de place dans les galeries, quoi. Donc l'idée, c'est pas de les remplacer, mais c'est plutôt de compléter et de rediriger dans le cas où le bot ne peut pas répondre parce qu'on est sur des sujets très pointus ou alors des questions qu'on n'a pas forcément anticipées, de pouvoir retourner vers les médiateurs. Et le pendant de ça, c'est que donc je suis accompagné aujourd'hui d'Isis qui travaille avec moi et qui va à mon avis approuver sur ce que je dis. C'est l'importance en fait du travail humain sur la donnée qu'on verse à une IA. Une IA, c'est un modèle, large language model. Vous avez OpenAI, Gemini, Mistral, etc. Ils fonctionnent plus ou moins bien. Vous pouvez trouver des avantages à l'un et à l'autre, mais finalement, l'enjeu, c'est l'optimisation technologique de ce dispositif et l'optimisation, on va dire, du contenu pour que ce que l'IA raconte à la fin, c'est génératif, c'est pas inventif. C'est-à-dire qu'elle n'invente rien, elle génère du contenu par rapport à ce qu'on lui a donné. Donc notre enjeu à nous, c'est aussi de travailler main dans la main avec les conservateurs, les commissaires, etc., qui vont créer cette médiation avec nous, parce que sans eux, l'IA ne servirait pas à grand-chose. Donc voilà, sur ces deux plans-là, nous, on n'est pas sur une concurrence machine-humain à laquelle même personnellement, je n'ai jamais cru. On est plutôt voilà, sur une complétion et que ce soit dans le lieu, au moment de l'exposition, entre médiateurs et dispositifs numériques, ou avant l'exposition, histoire d'adresser les meilleures réponses possibles. Il y a un travail sur la donnée qui prend quasiment tout le temps de déploiement du projet, en plus de l'autre aspect très important sur lequel je reviendrai, qui est celui des tests, puisque une IA, en fait, le pendant du déploiement d'une IA, c'est le test. Il n'y a que de cette façon-là qu'on peut se rendre compte progressivement du nombre de choses qu'on n'adresse pas encore et d'arriver à une performance optimale d'un chatbot. Voilà pour la présentation un peu globale de ce qu'on fait chez Asmodee. Merci. Alors, je suis désolée, je vais sauter le tour de Charlotte, mais parce que ça m'a proposé un super segment, donc je vais le prendre. Sur ce que tu disais sur le lien entre IA et humain, je pense que c'est intéressant d'entendre Dominique sur ce sujet, sur le lien entre IA et artiste, et votre travail justement sur le fait sur la création artistique avec une IA, et que justement l'IA, dans ce que vous pouvez présenter dans vos expositions et dans vos textes aussi, l'IA ne se substitue pas aux artistes, mais elle est un outil de création, un partenaire. Donc je pense que c'est peut-être intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus et puis peut-être nous expliquer un peu ce que vous faites. Alors, merci beaucoup. Et en effet, l'IA ne se substitue pas. Et tu as tout à fait raison quand tu dis elle est un partenaire. Après, tu as dit aussi elle est un outil. Ça se discute. Je dirais qu'elle est plus une caisse à outils. Mais en fait, si on remonte avant l'IA ou parallèle à l'IA, où l'IA est une conséquence ou fait partie du numérique en général, pour moi, c'est à la fois une caisse à outils, mais c'est aussi la glaise ou le média. Enfin, c'est beaucoup plus qu'un outil. Et en effet, j'ai récemment exposé deux artistes, Holly Herndon et Matthew Dryhurst, une œuvre de 2021. C'est très important de donner les dates, puisque une œuvre d'IA de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, il y a 5 ans, a fortiori d'il y a 10, c'est pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, ces œuvres documentent le monde comme il évolue. Y compris, par exemple, il y a quelques années encore, c'était compliqué pour représenter les mains. Aujourd'hui, je pense que c'est relativement réglé, mais peut-être pas systématiquement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que dans les écoles des beaux-arts, moi je l'ai fait il y a très longtemps, dessiner des mains, c'est très compliqué. Et c'est marrant de voir que finalement, l'IA a eu le même problème que les humains pour dessiner les mains. Et pour revenir à cette œuvre de 2021, de Herndon et Dryhurst, ils ont écrit, vous pouvez trouver les œuvres sur notamment Fellowship ou leur site. Je les ai présentées récemment au sommet de l'IA au Grand Palais, où j'ai retrouvé d'ailleurs l'équipe d'Asmona. Et les deux artistes ont évoqué 2021, donc c'est vraiment le début des services d'IA générative, pas du tout l'IA. Et on dit qu'ils finalement ils avaient eu l'impression de travailler un petit peu comme sous la forme d'un Kadavrevski. C'est-à-dire que finalement le Kadavrevski des surréalistes, et on peut faire beaucoup de parallèles entre le surréalisme et une forme de réémergence du surréalisme au travers de l'IA générative, et bien finalement l'IA, et c'est pas exactement ce qu'on a anticipé, ce qu'on a pensé, elle répond le mieux qu'elle peut
Je l'humanise, hein, on le fait tous, toutes. Et finalement, on ne sait pas bien comment elle est arrivée. D'ailleurs, même les plus grands chercheurs, on parle souvent de la boîte noire, où à un moment donné, il y a toujours un petit peu des choses qui nous échappent, ce qui n'est pas sans poser des questions, moi ça me plaît. Donc ils ont évoqué cette idée de Kadarvaski. Et puis peut-être on peut juste rapidement, on peut cliquer sur le YouTube qui est là. Je veux bien, ouais. Ça t'embête pas? Je crois que tu avais même... Ouais, oui, vas-y. Voilà. Bah, tu veux bien que tu la remettes au début peut-être, voilà. Éventuellement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc ça, c'est une œuvre de Refik Anadol. Vous en avez peut-être entendu parler. Et ça, c'est... là, j'ai mis 8 artistes. Et c'était le brief. Elle, c'est Sofia Crespo, Argentine. Chinua Catherine Dong, Chine. Donc, Linda Dunia, Sénégal. Alice Gordon, Europe. Il y a des images fixes, il y a des images animées. C'est un sommet donc avec des diplomates et des gens de la tech, des stands tout autour, des keynotes. Et entre les keynotes, on m'a dit, mets-nous des œuvres. Ça, c'est justement Holly Herndon et Matthew Dryhurst, qui sont des stars de l'IA générative dans l'art contemporain, qui ont été présentés par Cadiz récemment à Pompidou. Il y a un vernissage Cadiz ce soir, pour information, à côté à Montmartre. C'est facile à trouver sur Internet. Et ça, c'est une œuvre qui est générative, mais non IA. On pourrait entrer dans les détails, on ne le fera pas maintenant. Et c'est un artiste émergent, qui s'appelle Milkorva, parisien, que j'ai mis juste au début. Et là, on revient aux 8 femmes qu'on m'a demandé de mettre. Là, c'est Nice Antis, qui est une artiste qui est assez connue. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu les sushis dans l'usine, etc. Là, c'est Sabrina Raté, artiste, elle est précédente de Singapour, elle est Montréal. Et là, j'ai voulu mettre une touche un peu moins angélique, avec, si on regarde, on imagine un monde peut-être un peu plus torturé, futur. Ça, c'est les Obvious, que beaucoup connaissent, c'est un collectif français assez fort en IA, et ça, c'était pendant les pauses, avec en IA générative text to image. Là, j'ai mis un Indien, parce qu'on m'a dit, il y a le Premier ministre indien, il faut un Indien. Donc moi j'ai fait un commissaire, c'est aussi être au service d'eux. Et puis après j'ai eu une certaine liberté à l'intérieur de ces magnifiques simèzes. Donc au début des grosses contraintes et après un grand plaisir. Voilà, je passe la parole. Enchaînement avec Charlotte, puisque là aussi on va parler d'IA générative et de texte en particulier. Juste pour un petit enchaînement, pour préparer cette table ronde, je me suis plongée un peu dans les textes qui concernent l'IA au musée. Et donc il y a une lettre de l'OCIM qui date de 2023, donc vraiment 2023, c'est il y a 2 ans, c'était hier. Et je vous lis juste un petit extrait, et ça me fera une bonne transition pour Charlotte. Catherine Gauthier cite un exemple d'un prototype inventé pendant un muséomix. On parlait tout à l'heure de muséomix. Un muséomix au musée des Beaux-Arts de Lille, qui permettait, après un bref échange avec un bot, d'attribuer une de 3 personnalités à son guide virtuel, un guide, une IA conversationnelle. Et elle écrit « Si le chatbot conversationnel est ici utilisé comme dispositif d'enrichissement de la visite, les spécialistes de l'intelligence artificielle tempèrent immédiatement notre enthousiasme. Selon eux, l'intelligence conversationnelle de ces machines reste limitée aux interactions préprogrammées, succinctes et stéréotypées, rendant impossible la création de véritables émotions et d'un sentiment d'authenticité dans l'échange vécu. » On voit le bond qu'on a fait en à peine 2 ans. C'était en 2023, c'était le constat qu'on avait sur les IA génératives et notamment textuelles et sur la création d'émotions avec une IA conversationnelle et donc textuelle. Et donc, ça me fait une bonne transition vers Charlotte, qui travaille donc avec France Muséum et donc qui va nous parler peut-être plus précisément d'un projet mené de médiation numérique avec l'IA, donc pour le Louvre Abu Dhabi. Tour de la fable. Merci. Je vais mettre peut-être. Je crois j'ai des photos. Rien de très complexe. Juste pour vous donner un peu de contexte, pour que vous compreniez dans quel écosystème nous on a pu se permettre de faire ce dispositif aussi. C'est pas tous les musées qui peuvent produire un dispositif comme ça dans le cadre d'un projet d'exposition.
Donc France Museum, Sébastien l'a présenté déjà un peu, j'ai eu la chance de travailler avec lui. France Museum, c'est une agence qui a été créée lors d'un contrat intergouvernemental entre la France et les Émirats dans le cadre de la création du musée du Louvre à Abu Dhabi. Et aujourd'hui, France Museum opère toujours pour le musée du Louvre à Abu Dhabi et s'occupe notamment, parmi autre chose, de la conception et la production des expositions temporaires qui sont réalisées en partenariat avec des musées français. Et donc là, je vais vous parler d'une exposition qui s'appelait « De Khalila Wadimna à Jean de La Fontaine, Voyage des fables » qu'on a fait avec la Bibliothèque nationale de France. Donc, comme son nom l'indique, c'était une exposition sur les fables et l'évolution des traditions des fables à travers l'histoire et la géographie. Dans le cadre de cette exposition, comme tout projet d'exposition, on va solliciter des prestataires pour qu'ils mettent en œuvre et en scène le projet scientifique. Et donc, on travaille avec notre équipe à France Museum à définir au mieux les attentes de cette exposition une fois qu'on a parlé avec le commissariat. Et donc, notamment, le commissariat peut donner des idées de dispositifs de médiation, mais on l'accompagne aussi à ce sujet. Bon, chargé de projet numérique, je peux être amenée à proposer des solutions numériques ou pas, comme on l'a dit auparavant. Et d'ailleurs, je suis ravie de la table ronde précédente qui a bien reposé les bases sur comment on se lance dans un projet de médiation. Et ben, on définit des objectifs de médiation. Et donc, même si, in fine, on a de l'IA, le vrai sujet, c'est quel était l'objectif de médiation. C'était une exposition de manuscrits, très difficile pour la concentration des visiteurs, très difficile de rendre ça dynamique, mais en même temps, c'était une exposition sur les fables qui est quand même un genre narratif assez facile à prendre en main et qui est assez intuitif. Donc l'idée, c'est qu'on voulait, à la fin de cette exposition, renforcer la partie narrative des fables et avoir peut-être une approche un peu plus ludique, un peu plus dynamique après avoir vu toute cette quantité de magnifiques manuscrits, mais qu'on ne peut pas tout à fait lire. Et donc l'exposition se termine d'abord sur un coin lecture où on a mis des livres de différentes langues, donc arabe, français, anglais, parce qu'on est toujours en 3 langues, donc pour découvrir et pour que les personnes puissent lire des fables dans leur langue. Et l'exposition se finissait vraiment sur le dispositif qu'on a appelé très grossièrement, mais très visuellement, AI Fable Generator. L'idée, c'était de ne pas cacher ce qui allait se trouver dans ce dispositif. Donc très simple, l'idée c'était de se dire comment on peut faire quelque chose de ludique, interactif sur les fables. Ce serait vraiment super que les visiteurs puissent créer leurs propres fables et repartir avec. Comment on peut faire ça ? Et donc on a ouvert cette exposition en mars 2024. ChatGPT 4, on était venait d'arriver à quelques mois avant même. Mais quand on a commencé le projet, il y avait déjà donc ChatGPT 3. En tout cas, on était dans le début de cet grand engouement du génératif. On avait mis dans notre cahier des charges, voici notre objectif de médiation. On aimerait que les visiteurs puissent créer leurs propres fables et partir avec. Donc, c'était vraiment la grande structure du dispositif. Et on pense que peut-être une IA générative pourrait nous aider à créer ce dispositif dans nos temps de production et avec aussi toute la question de si on l'avait fait à la mano, potentiellement ça voulait dire on demande à un auteur de créer des fables qu'il aurait inventées, mais du coup une suffisante quantité pour qu'en fonction des critères choisis par les visiteurs, ils tombent sur de nouvelles fables. Donc voilà, et puis il s'avère que la solution existait, donc on s'est dit, et en plus on peut imaginer ce dispositif en autonomie grâce à la technologie. Et donc, pour parler un peu plus prod, effectivement, nos prestataires nous ont dit oui, c'est faisable, tout à fait. Et donc, on a travaillé en fait en direct avec des réalisateurs transmédia développeurs qui ont donc choisi ChatGPT parce que la version la plus récente à l'époque est considérée comme la plus développée. Et est venu tout le processus de production où on demande à ChatGPT très naïvement dans les premiers temps de nous créer une fable avec le style de Jean de La Fontaine et qu'on se rend compte qu'il n'est pas du tout en capacité de le faire correctement. Et sur des choses qui sont assez surprenantes, on s'attendait à ce que les erreurs soient de l'ordre de, je sais pas, des répétitions d'adverbes, des choses un peu too much. Et en fait, il ne mettait pas d'action, tout simplement. On lui demandait de produire une fable et il ne mettait aucune action dans la fable. Donc on avait un problème de narration. Et ce qui revient au fait que sur tout le processus de travail, on a travaillé avec nos commissaires, avec ma collègue en médiation, moi, pour dire voilà, comment est vraiment structurée de manière littéraire
littéraire, le genre de la fable, pour être sûr que notre prompt puisse aller aussi loin dans la structure littéraire des fables, ou en tout cas qu'on atteigne un résultat qui nous satisfasse. Mais je vais peut-être pas rentrer plus dans les détails. En tout cas, peut-être l'expérience. Donc le visiteur arrive devant l'écran, on lui propose déjà une langue, donc on fait tous nos dispositifs en 3 langues, ce qui était aussi un avantage incroyable de l'IA générative, parce qu'on n'avait pas à traduire, comme sur tous nos autres dispositifs, les contenus, vu qu'on avait un seul prompt, mais qui générait directement en arabe, en anglais ou en français. Donc ça, c'était incroyable en termes de gain de temps. Choix de la langue. Ensuite, on propose une tradition et une autre, parce que du coup, dans l'exposition, on parle des fables de Khalila Wadimna, qui sont des fables qui ont été... je la fais en bref, transcrite par Ibn Amoul-Kafa. Donc, c'est un auteur qu'on a pris en référence pour la tradition orientale et Jean de La Fontaine pour la tradition occidentale. Et donc, il pouvait choisir une ou l'autre en tradition. Ensuite, il choisissait ses personnages. Je ne sais pas s'il y avait les photos. J'avais mis l'interface, je crois. Voilà. Donc ça, c'est le choix des traditions. On s'est aussi amusé à mettre beaucoup d'iconographie de la BNF dans l'écran pour garder quand même un peu d'homogénéité visuelle. Et voilà. Et après, on choisissait nos personnages, les animaux qu'on voulait dans notre fable. Et ensuite, il y avait encore un autre écran pour choisir la morale de l'histoire. Je ne sais pas si j'ai mis... Non, la morale de l'histoire. Et on générait notre fable qui apparaissait sous ce format-là, avec un petit titre, rien de très original, avec les héros de la fable. On pouvait le générer plusieurs fois si jamais ça ne nous convenait pas. Et à la fin, est-ce que j'ai mis l'image? J'ai un doute. Yes. Ouais, c'est un format PDF, donc je pense que c'est pas très satisfaisant. À la fin, donc, on pouvait avoir un QR code et repartir avec notre fable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait aussi rajouté une illustration. Donc ça, c'était pas généré en direct. C'est un travail qui a été fait par toujours nos prestataires en amont. Ils ont généré, je sais pas, une 60aine d'images d'animaux selon un peu les 2 traditions. Et c'était juste un algorithme qui conglomérait les animaux pour en faire une illustration adaptée à la fable avec les critères. Et donc, ils repartaient avec leur petite fable et leur illustration. Et voilà. Ça pourra générer d'autres questions plus tard. Merci. Ça me permet d'enchaîner ce que tu disais, vos premiers tests avec ChatGPT qui vous créent des fables sans action. C'est une de mes questions et sûrement de toutes. Un peu pour tout le monde, la question de la donnée, de la fiabilité de ce qui va ressortir. Et par exemple, chez Askmona, comment vous travaillez sur ce sujet, en plus avec ChatGPT, de la fiabilité de la donnée qui va être offerte aux visiteurs. Ouais, c'est un très bon point parce que je pense que c'est le deuxième point. Le premier, quand je suis revenu sur l'IA ne remplace pas l'humain, en fait, je prends les 2 choses qu'on va nous opposer quand on propose un projet de médiation. C'est la frilosité par rapport à la compétition supposée entre le médiateur et l'IA. Et l'autre, c'est la sensibilité des données, etc. Donc nous, on s'est auto-baptisé IA de confiance pour une simple raison, c'est que notre modèle d'IA n'est pas ouvert et il ne va puiser de l'information que dans ce qu'on a bien voulu lui donner à savoir. Donc ça nous couvre sur pas mal de choses parce que des institutions comme la Fondation Louis Vuitton, le musée d'Orsay, etc., le musée Carnavalet vont pas accepter qu'il y ait une chance que ce bot se mette à halluciner et à aller chercher de l'information là où il ne faut pas pour finir par dire des choses limites, c'est le pire des cas. Et en même temps, ce circuit fermé nous impose un travail humain assez conséquent en amont pour s'assurer, et je rebondis sur ce que tu disais, sur le cadrage en fait, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on a envie de dire, et donc de travailler main dans la main avec les conservateurs, les commissaires, etc. Donc sans ce blocage, en tout cas cette restriction de notre modèle d'IA, on n'aurait aucun client, et je comprendrais tout à fait, parce que si moi demain je dirige une institution culturelle et qu'on me dit oh, ça va être super performant, mais parfois il va partir en live parce qu'on ne sait pas exactement où il va chercher son info, ça c'est très compliqué pour une marque, pour une institution. Et en même temps, ça demande un travail de mapping, on va dire, un peu de l'ensemble des données qu'on veut pouvoir remonter. Après, comment on diminue le chance d'hallucination, ou alors de réponse surtout à côté de la plaque. L'hallucination se diminue assez vite, puisque à partir du moment où on ne lui donne pas un corpus infini de données,
il sait quand même plutôt bien s'y retrouver. Mais pour formuler des bonnes réponses pertinentes, etc., on a fait évoluer notre modèle sur 2 plans. Le premier, c'est de diminuer sa radicalité de compréhension d'une question. Donc, par exemple, si je lui dis qui est l'architecte de ce projet, il est capable de me répondre. Si je lui dis qui a conçu ce projet, il ne me répond pas, il ne voit pas le mot architecte, donc il ne me parle pas de ça. Donc c'est, on va dire, diminuer un peu le niveau de souplesse. Et après, c'est la question des RAG. Donc les RAG, c'est un terme un peu technique, mais qui est très important. C'est-à-dire qu'entre votre Large Language Model, qui est OpenAI, etc., et votre contexte, qui donc est la donnée qu'on va donner à l'intelligence artificielle, il y a des passerelles qui précisent en fait les échanges d'informations en fonction des questions qui vont être posées. Et ça permet d'optimiser la donnée. Donc l'optimisation, elle se joue à la fois de façon très sémantique avec des commissaires, mais aussi de façon technique pour qu'en fait les chemins qu'on prédessine pour notre IA soient les plus performants possibles pour que la qualité de la donnée s'en ressente finalement dans les réponses apportées aux questions des visiteurs. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce sujet de la donnée? Parce que je crois que c'est un peu le cœur du sujet. Deux mots, oui, sur les données. Et juste revenir sur une chose, c'est que moi, j'ai pas de problème avec les services d'IA générative qu'on a nommés, Midjourney, Runway ML, etc. Et moi, si on peut considérer que les racines de l'IA, finalement, il faut aller chercher à l'après-guerre, dans les années 50, où elle est nommée, les racines de l'Internet dans les années 60, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la démocratisation. Et en fait, ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est avec le Web 2, le participatif, l'Internet est à tout le monde et on en fait finalement plus ou moins ce qu'on veut, avec des limites. Et l'IA, finalement, moi, elle commence à m'intéresser, je dirais, en 2021, avec DALL-E dans les premières versions et un certain nombre de services. Maintenant, on est noyé dans les services. Et c'est là qu'elle m'intéresse et c'est là où je vois émerger beaucoup d'artistes émergents qui font œuvre de série. Et souvent, quand on se pose la question, qu'est-ce qui fait la différence entre moi qui fais une image et un artiste qui en fait 1000 ? C'est le fait qu'il en fasse 1000 et qu'avec la série, il y a un propos que peut-être il n'y aurait pas avec une image qui pourrait être réussie et correspondre juste à la recherche d'un instant. Et pour revenir à la question des données, il est clair que quand on utilise ces services que moi je félicite pour l'aspect démocratisation, au même titre qu'on pourrait revenir sur la démocratisation de la photographie avec la pellicule Kodak. Ça, c'est des histoires de marque aussi, c'est des histoires d'innovation qui sont essentielles, y compris dans l'art. Le fait est qu'il y a les œuvres que j'ai montrées d'IA générative, essentiellement, je pense que c'est, je le sais d'ailleurs, souvent je le connais, les artistes s'en cachent pas, il y en a qui aiment d'ailleurs l'expliquer, d'autres un petit peu moins. Et il y en a d'autres qui travaillent avec leurs propres données. Un des exemples qui sera notamment jeudi, je crois, au jeu de paume, c'est Grégory Chatansky, qui nourrit, non pas ses IA, parce qu'il utilise aussi des modèles qui sont préexistants, mais disons qu'il façonne en les nourrissant avec des données qu'il décide. Et je sais qu'il y a un outil actuellement qui est assez tendance parmi les artistes, c'est Comfy UI, qui permet notamment de créer ces datasets ou disons, d'ajouter des données. Mais aussi, ce qui je trouve très intéressant, quant à celles et ceux qui se saisissent et se satisfont finalement des services avec les biais, qui ne sont pas sans poser des problèmes, c'est que souvent, ce qui intéresse les artistes, c'est le biais, c'est l'erreur. Quand je donnais les mains tout à l'heure, c'est typique. Et en fait, je trouve que s'il y a un monde aujourd'hui où on s'intéresse à l'erreur, où l'erreur est possible, justement, c'est le monde de l'art. Quand tu donnais d'ailleurs l'exemple de les fables, ça ne marchait pas. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais sans doute Philippe Villas-Boas, qui a fait un robot qui écrit des fables de La Fontaine, que j'ai vu au CITEM, que j'imagine vous connaissez. Comme quoi le monde est tout petit. Et moi, ce qui m'intéresse aussi chez les artistes, quand ils se saisissent de services, on a vu ça avec le web art, avec le Google Art même, des gens qui se saisissent des différents services de Google, où il y a une artiste qui a émergé avec Instagram, qui s'appelle Amalia Ullman. Là, il y a énormément d'artistes qui émergent avec ces différents outils. C'est la capacité qu'ils ont à se saisir des erreurs, à se saisir des biais, à les
à les dénoncer du reste, à en jouer et à les tordre. Et je dirais que quand bien même ces IA se perfectionnent au point peut-être d'éradiquer un certain nombre de biais, je pense que ça mettra encore un certain temps. Et puis peut-être finalement il y a des biais qui vont remplacer les biais actuels de genre, d'origine, etc. Je fais confiance à la communauté des artistes et aux pratiques aventureuses pour aller en chercher d'autres et pour aller en dénoncer d'autres et pour aller, avec ce travail de la série, épuiser les IA pour arriver à en sortir autre chose que nous, communs des mortels, en sortons quand on veut faire une belle image, un beau texte. Nous, on n'a pas utilisé le RAG, justement, donc on a fait confiance à OpenAI. Par contre, effectivement, il y a la question du cadrage. Nous, c'était pas du... En fait, l'interface, c'était des boutons. Donc, on avait cadré aussi. On pouvait pas... Ça allait pas commencer à nous raconter résumé de l'émission télé de lundi. C'était impossible. Il y avait 4 boutons. Le prompt était hyper rigide jusque-là. Mais il y a un vrai sujet sur... on s'est posé avec le Louvre Abu Dhabi. On dit, là, on est tous d'accord qu'on fait le pari de mettre un dispositif de médiation autonome dans les salles d'un musée, dans une exposition temporaire, dont on ne connaît pas le contenu quotidiennement. Enfin, c'est aussi, il faut aussi se dire que c'est, enfin, donc il y a un vrai sujet de risque, il y a un vrai sujet de, on anticipe le risque et est-ce qu'on prend le pari aussi. Et ça a été des discussions en amont avec les prestataires. J'allais dire ça a été des discussions avec le prestataire, mais je suppose du coup en interne avec la conservation, avec Complètement. la conservation du Louvre. Oui. Ça a dû être des vrais sujets, oui, effectivement, de créer des objets estampillés Louvre. Louvre Abu Dhabi. Louvre Abu Dhabi, mais Louvre quand même. Mais oui, tout à fait. Sans contrôle réel de ce qui allait sortir. Et donc il y a vraiment ce sujet aussi de se dire, enfin, nous ça a été des réflexions, on en est revenu en se disant, bah, on se lance, c'était ok pour tout le monde. L'idée c'était de construire le prompt, se dire qu'on pouvait atteindre quelque chose de satisfaisant. On prévient, on a un cartel à côté de l'écran, au début de l'expérience, ceci utilise une technologie d'intelligence artificielle générative. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ça peut contenir des erreurs, des incohérences. Voilà. Mais parce qu'en fait, il y a un vrai enjeu aussi, c'est qu'on est dans l'institution muséale. Et l'institution muséale, c'est le lieu de la culture légitime, c'est le lieu de la connaissance légitime. Et là, on s'est vraiment dit... C'est aussi hyper intéressant de voir qu'on peut, on produit du contenu qui techniquement n'est pas légitime. Il est créé, il est généré. C'est pas des fables de Jean de La Fontaine, c'est pas des fables de Ibn Moukafa, mais on s'inspire de leur style. Et donc, on est rentré un peu dans des grandes réflexions philosophiques sur l'IA, mais je pense que ça permettait vraiment de nourrir est-ce qu'on y va ou pas. Et est-ce qu'on a pensé à l'entièreté de l'impact d'un dispositif comme ça? Et en vrai, bon voilà, c'est une exposition de 4 mois. Les gens ont sorti leurs fables, ils sont contents, c'est ludique. Je pense qu'il n'y a pas de confusion. Mais je trouve qu'à une échelle plus grande, il y a un vrai sujet sur les contenus générés dans ce cadre-là, qui s'inspirent d'eux, qui s'appuient sur des connaissances. Je pense à tous les Van Gogh qu'on a croisés ces 2 dernières années en IA. On voit que lui, on n'a jamais vu autant Van Gogh. Non, mais, et c'est un vrai sujet, et qui est lié au fait qu'il est dans le domaine public. Donc ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on est vraiment capable de générer, qu'est-ce que les musées ont le droit de générer. Et puis alors là, pour le coup, dans l'actualité... je pense que tout le monde a vu les sujets autour de Ghibli et de ChatGPT ces 3-4 derniers jours là, où effectivement ça pose la question donc de la possibilité de générer sur ChatGPT des illustrations dans le style de Ghibli, où en plus pour le coup chez Ghibli, donc Miyazaki est extrêmement opposé à l'IA qu'il a qualifié d'insulte à la vie. Et du coup, ça pose effectivement la question de créer des objets en IA dans le style 2. Et pour le coup, la fable revient aussi là-dessus. Et donc là, nous, dans nos institutions, quelles limites on pose sur ces questions-là et la légitimité du musée, son autorité, à quel moment elle intervient justement dans ces sujets-là. Pardon, excuse-moi, je vais juste dire une phrase. Je vais revenir sur
l'influence, l'idée de l'influence et de la copie et du musée justement. Et je rappelle qu'au Louvre, je ne sais pas si c'est gratuit ou si on paye pour avoir un chevalet pour faire des copies, et c'est comme ça qu'on apprend. Et dans l'histoire de l'art, Caravage a regardé avant Caravage, Michelangelo a regardé avant, et tous les artistes se sont formés finalement en copiant littéralement les autres, sauf qu'ils le disent en effet. Mais là, il n'y a pas d'ailleurs non plus finalement de mensonges. C'est pas comme les faussaires, le faussaire de Vermeer qui est tombé à l'après-guerre. Dans l'histoire de l'art, la copie, l'influence, l'inspiration, la citation fait partie de l'histoire de l'art. Et je rappellerai quand même que on ne connaît de la Grèce antique des sculptures, des statues, que finalement celles qu'ont copiées les Romains. Marion, tu voulais réagir? C'est bien sur la question de la légitimité en fait, de ce qu'on produit avec les IA. C'est un des gros sujets sur qu'est-ce qu'on fait des données qui sont générées pour les descriptions. On est en pleine discussion en fait, vraiment de comment est-ce qu'on va faire pour mettre ça en ligne. Dans tous les cas, on est arrivé sur la conclusion qu'il va être transparent, c'est-à-dire que c'est une donnée générée. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Ça veut juste dire qu'elle est générée et que, avec tous les potentiels biais que ça implique, il y a quand même quelque chose qui était assez amusant, c'est que dans le cadre des entretiens que j'ai fait avec les différentes personnes du musée, quand je leur ai dit, mais en fait, vous faites des erreurs, enfin on fait tous des erreurs quand on décrit des œuvres, etc. Les IA font des erreurs, quel est le seuil de tolérance ? Et la plupart du temps, ils me disaient, il y en a un qui m'a dit, aucune erreur pour les humains, mais pour les IA, j'autorise. Mais globalement, c'était pas plus que l'erreur humaine. La réalité est que là, pendant l'entraînement des modèles que moi je faisais, il y a certains éléments d'icono que moi j'avais pas du tout vu, mais par contre que le modèle avait vu. Donc ça amène aussi, voilà, parce que c'est des dessins hyper compliqués, etc. Donc c'est intéressant, mais il y a vraiment une question effectivement de comment est-ce qu'on diffuse et comment est-ce qu'on est transparent sur cette génération de données. Par rapport aux questions de droit, c'est aussi un des enjeux du musée des arts décoratifs, en particulier la collection donc Jean Royer qui est complètement fermée, donc vous ne verrez pas de Jean Royer. Donc c'est pour ça que c'est un bon test aussi, c'est que c'est voué à rester en interne jusque dans les années 2050 de toute façon à minima. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Pour les autres, ça va encore être autre chose. Et surtout, nous, on a eu des restrictions même, qui nous ont été communiquées de la part de juristes au niveau européen, avec interdiction d'entraîner des modèles sur des données fermées et protégées. Donc, même si on génère juste du texte, on n'a pas le droit de donner des images à manger à nos modèles, avec exception de la recherche. Donc, c'est comme ça qu'on a pu s'engouffrer dedans. Mais il y a il y a un vrai enjeu en fait de pouvoir protéger les données. Effectivement, pour la copie, c'est encore d'autres questions, mais c'est surtout en fait là il y a une grande volonté de mettre en avant toutes les œuvres, de tout numériser, de tout ouvrir. Et en fait, de plus en plus, les institutions se posent quand même la question de, très concrètement, en fait, on paye pour numériser nos collections et ensuite c'est mangé par d'autres personnes qui les réutilisent. Donc, c'est vraiment des questions très pragmatiques, mais qui se posent énormément, surtout en contexte de génération. Ouais, puis sur le sujet des collections et numérisation de collections, on est vraiment sur un sujet, alors particulièrement en France, où les numérisations de collections, ça coûte de l'argent dans les collections et dans les collections publiques. Du coup, ça coûte de l'argent public aux contribuables. Et c'est des données ensuite après qui alimentent des IA qu'on ne contrôle pas, et c'est un vrai sujet aussi, je pense. La BNF a déjà réagi, parce qu'il y a un protocole qui permet de télécharger automatiquement des images quand vous savez scripter un petit peu. Ils ont bloqué le truc parce qu'ils se sont fait siphonner. Et en fait, au-delà de se faire siphonner toutes leurs données, leur site plantait parce qu'il y avait trop de siphonnage, et donc les gens qui voulaient juste aller voir les collections numérisées de la BNF ne pouvaient plus. Donc voilà, ça a vraiment des conséquences. Sauf si vous avez encore des réactions sur ce sujet-là. Marion aussi, tu as évoqué un sujet qui est loin d'être anodin, qu'on a touché du doigt aussi à certains moments dans toute la journée, qui est celui de la question écologique et de l'impact
écologique de ces IA. Est-ce que dans vos différents projets, c'est une question qui se pose? Donc, Marion, tu le disais, oui. Est-ce que ça l'est pour vous et aussi voilà, chez Ascmona, Dominique, dans le travail avec les artistes aussi, est-ce que ça peut être une question qui se pose de l'impact écologique que peut avoir ces outils? L'impact écologique en termes de commissariat, c'est une question qui n'est pas toute neuve. Alors évidemment, l'IA relance, accentue tout ça, mais elle s'est déjà posée par rapport au transport, par rapport au voyage des artistes, par rapport au voyage des commissaires, au point que j'ai des amis commissaires qui, par rapport aux législations de certains pays, ça devient compliqué d'exposer des œuvres physiques et c'est plus facile d'exposer des œuvres qui se transmettent en fichier numérique. Alors moi, en même temps, c'est vrai que je préférerais pouvoir continuer à exposer des œuvres physiques, même si j'adore les œuvres à l'écran, et je l'ai prouvé à l'instant. Alors évidemment, la question énergivore, on n'est pas loin aussi du sujet NFT, blockchain, tout ça d'ailleurs existe depuis plus ou moins longtemps, mais a émergé à peu près au moment grâce ou à cause au Covid, parce qu'on était un petit peu, on s'est servi un peu plus de nos ordinateurs. C'est clairement des questions, et c'est vrai que quand on a la possibilité de choisir, tant qu'à faire, autant choisir ce qui est le moins énergivore. Maintenant, c'est un sujet, je dirais, qui va... récemment, on a vu le Louvre a des problèmes actuellement par une baisse de visites aussi, et un problème de moyens, mais récemment, il y avait trop de visites et finalement, il fallait limiter les visites. Et ça, c'était aussi des questions écologiques. Donc j'ai envie de dire, ça dépasse de très très loin la question de l'IA, qui n'est fait que rajouter une couche supplémentaire, bien entendu, et il serait... je pense qu'il faut qu'on commence à se poser la question en même temps que ça émerge, contrairement à des questions qu'on s'est posées finalement assez tardivement. Alors moi, côté Louvre Abu Dhabi, je vous avoue que je peux répondre que no comment. Je veux dire, on fait une exposition, on fait voyager une expo entière. Enfin bon, je pense que... Bref, je vais même pas finir ma phrase. Voilà, non sujet. Par contre, je me permettrai de faire un commentaire pour la France, du coup. Ça revient au sujet de la schizophrénie, RSE, innovation. Et puis, je suis désolée, mais si vous regardez les subventions qui sont données par les ministères, vous regardez ce qu'ils donnent pour le métavers et ce qu'ils donnent pour le numérique responsable, et on fait de notre mieux. Alors, je parle pour vous, je ne travaille pas en France, du coup, voilà. Mais en tout cas, on continue de réfléchir à comment trouver cette fameuse justesse. Mais soyons honnêtes, que la course à l'innovation n'a pas du tout le même budget que la course à l'écologie, et qu'en même temps, je pense que tout le monde fait comme il peut à l'échelle de ses petits projets, comment rendre beaucoup plus durable un dispositif, comment être plus pertinent. Et effectivement, l'intelligence artificielle soulève aussi cette question avec toujours, en fait, il y a potentiellement plus de budget dans l'IA que dans le fait de faire du sobre, quoi. Donc, Merci. Moi, je compléterai par rapport à Ascmona. Souvent, ça va être le troisième motif pas de refus, mais d'hésitation, c'est l'écologie. On ne peut pas faire ça, on a une marque. Voilà, Et en fait, je dis, mais si vous ne le faites pas, à qui vous laissez cette technologie dans ces cas-là? Aux équipes de modération de Twitter. Il faut qu'il y ait d'autres usages qui se créent avec cette technologie. Donc, ne pas utiliser une nouvelle technologie, pour moi, c'est une erreur de base. Après, comment on utilise cette technologie et comment on fait attention à tous les étages pour consommer le moins possible. Et pour moi, c'est ça la durabilité. C'est pas le développement durable, c'est pas arrêter, c'est faire autrement pour consommer moins et arriver à un résultat le plus proche possible. Donc nous, on a deux éléments chez Ascmona. La première chose, c'est l'entraînement limité. C'est-à-dire qu'on ne va pas réentraîner notre IA sur l'ensemble des données dont elle dispose. On la réentraîne que sur les données qui évoluent. Donc, je prends un exemple sur un musée qui veut un chatbot d'information pratique pour préparer la visite. On ne va pas réentraîner quotidiennement l'URL qui détaille l'histoire du musée Carnavalet, par exemple. L'histoire, elle ne va pas changer tous les 4 matins. Donc, ça ne sert à rien de réentraîner le modèle et de, on va dire, consommer des tokens. Donc, ce qu'on appelle des tokens, c'est l'échelle de mesure de la consommation de votre IA. Par contre, on va la réentraîner quotidiennement sur des données qui évoluent. Par exemple, la programmation. Si un chatbot infopratique répond à côté sur la programmation, c'est un peu compliqué. Ça, c'est le premier élément, c'est donc entraîner que ce qui évolue. Et après, sur les informations qui évoluent, comme la programmation
qui sont des informations complexes, c'est là où les RAG rentrent en jeu, c'est-à-dire qu'elles précisent immédiatement le chemin à suivre et elles évitent au chatbot, à l'IA, d'aller re-screener l'ensemble de la base de données pour trouver une réponse. Si c'est une question, il reconnaît que c'est une question de programmation, il active un chemin et il cherche que dans un certain domaine de sa connaissance. Et donc, pareillement, on consomme moins de tokens. Après, on utilise ChatGPT, on utilise Mistral, on utilise Gemini. On peut pas. Enfin, je n'ai pas les milliards, moi, pour créer ma propre IA qui ne consommerait pas. Et puis, de toute manière, c'est pas possible. Donc, il y a un moment où il faut quand même préempter ces technologies, notamment dans les musées, avec un discours de responsabilité qui est argumenté et qui n'est pas, on fait le minimum pour que... Non, il faut qu'il y ait des chiffres et qui montrent, en fait, en termes de tokens et de kilowatts, on va dire, qu'effectivement, on est sur la forme la plus efficace en termes d'économie énergétique. Juste pour compléter, c'est vrai que c'est effectivement la schizophrénie de attention, faites gaffe, tous les projets qu'on a déposés auprès du ministère de la Culture, il fallait justifier une part écologique dans les projets numériques, mais avec plus de thunes pour le développement, plein de thunes pour l'IA et puis plus du tout pour la recherche et les deux ministères qui me concernent, c'est encore une autre question. Mais c'est vrai que l'entraînement des modèles, ça c'est aussi un des éléments qui est extrêmement important. Je ne sais pas si c'est trop technique, mais en fait on fait du fine-tuning, c'est-à-dire qu'on récupère des modèles qui existent, pas forcément les plus larges, donc les plus consommateurs, mais en fait en les entraînant correctement et de manière efficace, en fait, on limite l'impact comme ça. Donc c'est exactement le même principe, c'est en fait on va prendre des modèles et les faire se concentrer sur un élément précis pour éviter justement de trop consommer et puis d'utiliser des ressources dont on n'a pas besoin en fait. Merci. Je regarde les étudiants, on en est où sur le timing? On a encore un peu de temps avant les questions du public. Ok. Moi j'avais une question, peut-être, je sais pas. Bon, sûrement très, en rapport avec le master. Est-ce que, selon vous, le musée, nos institutions et même des expositions qui utilisent l'IA ont aussi un rôle pédagogique envers le public de qu'est-ce que l'IA, de ses usages? Est-ce que vraiment c'est un angle à explorer aussi du rôle du musée, de l'institution culturelle, de l'exposition, d'interroger vraiment, de faire de la pédagogie sur l'IA qui est effectivement en train de prendre de la place dans le quotidien. Donc voilà, le rôle pédagogique du musée dans cet enjeu-là. En fait, je travaille sur un projet de musée qui va bientôt émerger, d'abord à Malte, puis à Palerme, qui va justement être un musée de Immersive Art and Artificial Intelligence. Donc ça sera un musée dédié aussi à l'IA. C'est pas moi qui en ai eu l'idée, j'en suis que le commissaire. Et il est évident qu'il y aura un caractère pédagogique, mais je dirais qu'il passera d'abord par le fait d'en montrer, et peut-être de montrer, d'aller en chercher, qui n'est pas forcément celle qu'on voit, je dirais, tous les jours entre Insta, X, TikTok, etc. Et sans doute que ça passera aussi par des workshops, des formations, des médiatrices et des médiateurs. Je pense qu'on va essayer de penser la chose de manière la plus globale, quoi. Mais ça, c'est dans un an, au moins un an. Bon, j'y vais là. Non, moi je pense que la pédagogie sur l'IA, je ne suis pas sûr moi, que ce soit vraiment le rôle du musée. Pour moi, la pédagogie sur l'IA, elle s'adresse aux équipes en premier lieu d'un musée. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, moi j'ai un client qui nous a dit il y a 2 semaines, désolé, j'arrive pas à faire remplir la base de données, à faire tester l'IA par mes équipes, parce qu'en fait, je les rappelle 3 fois par jour, et ils le font pas, ils sont dans leur boulot, et en fait, finalement, ils ne testent pas ce chatbot. Si on le lance, vous allez voir que dans les 3 prochaines semaines, je vais me prendre une salve d'emails parce que ça ne répond pas bien, comme ci, comme ça. Donc en fait, il y a quand même... Et elle nous a demandé, du coup, d'organiser une formation pour toutes les équipes du musée. Donc ça fait partie du cadrage et de l'adoption de la technologie. Moi, je pense que l'IA, elle produit son effet auprès des visiteurs, non pas par un angle pédagogique quand on est au musée, mais par un angle expérientiel. C'est-à-dire que plus l'expérience est probante pour un visiteur, plus il adopte la technologie. Et là, pour moi, il y a plusieurs moyens de faire. Donc déjà, avoir
un savoir, enfin une base de données extrêmement chiadée qui permet d'avoir une qualité de réponse supérieure, mais il y a aussi celle des features, donc des, bon, je n'ai pas de traduction française, mais des fonctionnalités supplémentaires qu'on va proposer via notre chatbot. Et là, il y a toute une question pour, en fait, j'aime bien dire ça, mais la technologie n'est jamais aussi utile que quand elle s'efface et qu'on ne la voit plus. Donc, et que c'est l'expérience qui prend le dessus. Donc je pars par exemple, aujourd'hui nous on est dans des médiations in situ, le visiteur tape sa question et il obtient une réponse écrite. C'est un peu long, ça limite le nombre de questions qui peuvent être posées. Donc nous on a rajouté une fonctionnalité, vous avez des comptes vos starters où il vous suffit de cliquer, c'est des questions qu'on a préparées avec la médiation pour que les personnes n'aient plus qu'à cliquer. Demain on peut imaginer avoir des casques immersifs et où vous pouvez parler à voix basse et puis le bot vous répond, etc. Demain on peut avoir des scanners, enfin, non, je ne suis pas non plus dans Minority Report, mais on va dire des espèces de choix au début de la conversation. Dans quel mood êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui? Et générer des parcours de visite. Je pense par exemple, on travaille là avec un musée sur des parcours générés par IA. Je suis dans ce mood-là, j'aimerais bien voir des chats. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Et là, on va aller screener l'ensemble des œuvres disponibles dans le musée et de leur localisation pour proposer un parcours de visite aux visiteurs. Donc pour moi, la pédagogie, elle passe après, en fait, chercher à développer une expérience qui efface la technologie au profit de la conversation. La pédagogie, on la garde finalement pour les équipes dans un premier temps, en tout cas dans le cadre du musée. Charlotte, Marion? Alors, aux arts décoratifs, c'est l'inverse. On réfléchit à faire un site dédié, justement. Non, en fait, c'est surtout... c'est à la fois de la pédagogie, mais c'est aussi pour comment dire, remettre l'IA à sa place. C'est-à-dire que... ça ne va pas remplacer les humains, mais c'est un outil intéressant. Et en fait, c'est plutôt expliquer, plutôt, on n'a pas à justifier, mais plutôt à expliquer pourquoi est-ce que, au vu de la situation, on passe par ça, et pourquoi est-ce que c'est bien aussi de s'en emparer, ce que ça amène au musée. Donc si on a réfléchi à la partie pédagogique, mais c'est vrai que la pédagogie en interne, c'est extrêmement compliqué. Mais j'ai été chargée de faire des formations très bas niveau, mais voilà, quand même de pédagogie plus par rapport à l'IA, et c'était compliqué. Mais ça a quand même amené énormément de gens, et surtout ce qui était intéressant, c'est qu'en particulier pendant les entretiens, parce que c'était aussi une des questions que j'avais est-ce que vous avez peur de l'IA, est-ce que ça vous dérange, machin. Finalement, le premier réflexe, c'est oui, et puis en fait, au fil de la conversation, c'est non. En fait, je vois plus l'intérêt que ça peut m'apporter que ce que ça va m'enlever. Moi, je suis très partisane de la médiation de l'IA. Alors, pas obligé d'en faire un sujet entier au début d'une exposition, mais ça revient sur le fait de la nécessité d'être transparent sur l'usage de cette technologie, notamment quand il y a de la génération de contenu, de remettre l'IA en fait au bon endroit, et tout simplement parce qu'on est dans une société de démultiplication des contenus en ligne. On a les soucis du deepfake, on a les soucis des informations, on a 4 informations différentes sur un même sujet. Enfin, je veux dire, on est aussi dans cette société. Et donc pour moi, le musée, c'est aussi l'endroit qui éduque à l'esprit critique, à la critique, à l'analyse des images. Et donc s'il en produit, je considère qu'il doit continuer d'accompagner. Et il s'avère que là, l'outil est celui-là, mais enfin, ça peut être mille autres choses, mais de prévenir et d'être transparent quand il utilise cette technologie qui génère du contenu. Moi, je sais que le grand sujet, c'est quand on dit tu vas parler à Van Gogh, tu vas parler à machin. C'est juste de garder cette transparence parce que, en fait, au fil de l'eau, on a quand même maintenant des nouvelles générations qui ne jurent que par le numérique pour obtenir de l'information, pour obtenir de la connaissance. Et le musée est quand même le lieu qui produit la connaissance. On l'a dit, les modèles n'arrêtent pas de piller les musées parce que c'est eux qui produisent de la donnée. Donc, en termes de rapport d'interdépendance avec les industries du numérique, on n'est pas au bon endroit. Enfin, je pense que les musées pourraient demander des fils depuis longtemps. Mais voilà, c'est plus pour, dans cette musée garant du patrimoine, de la connaissance, de la transmission, c'est de savoir aussi que le musée est en concurrence avec maintenant tellement d'autres plateformes, tellement d'autres générations de contenu.
qui n'ont pas besoin d'être légitimes. C'est pas tant ça la question, c'est plus de se dire que voilà, aujourd'hui, on a cet outil qui génère du contenu, et si le musée s'en empare, pour moi, il doit le porter jusqu'au bout, et donc dans la société avec, on garde un esprit critique sur ce qui est généré, et ça n'empêche pas le musée de s'amuser avec pour autant, quoi. Voilà. J'ajouterais que il y a pédagogie et il y a transmission, et c'est peut-être pas tout à fait pareil. Et en effet, tu parlais véritablement de pédagogie tout à l'heure, vous en parliez. Et moi, finalement, je parlais plutôt de transmission. Et pour avoir l'habitude d'aller dans des expositions, souvent en festival, parfois en centre d'art, plus rarement en galerie et éventuellement en foire, dans des contextes extrêmement différents, jusqu'à Venise. J'avais préparé aussi un lien, on ne montrera pas, mais d'une œuvre d'IA que j'ai montrée à Venise à la Biennale cette année. Le simple fait de montrer des œuvres faites avec des IA ou prenant aussi le sujet, l'IA en tant que sujet. Souvent, c'est aussi faire réfléchir, c'est aussi éveiller les consciences. Et moi, ce qui m'intéresse, je dirais, dans pas mal de mes expositions, c'est mettre des œuvres qui peuvent être très numériques et qui ne fonctionnent pas sans électricité, et d'autres qui sont beaucoup plus figées, qui peuvent être prototypées, qui peuvent être des tirages. Et même, j'aurais aucun problème, je l'ai déjà fait d'ailleurs, à montrer de la peinture à l'huile, mais dont le sujet est le numérique, ou le sujet puisse être l'IA. Et en fait, considérant que quand on pense une exposition et qu'on s'intéresse justement à des questions sociétales, le numérique, il peut entrer, il peut être outil, comme tu disais tout à l'heure, il peut être média, il peut être même sujet. Et moi, souvent, ce qui m'intéresse, c'est justement, à travers certains artistes, je citais tout à l'heure, je pourrais citer aussi Justine Aymar, Grégory Chatonsky, pour citer des Français, et il y en a plein à l'international. Ce qui m'intéresse, c'est quand ils tournent autour, ils l'utilisent ou elles l'utilisent, et parfois même pas tant que ça, mais en même temps, souvent c'est le sujet où ça leur permet d'aborder un sujet sociétal, mais au travers de ces technologies-là. Et là, c'est pas tout à fait de la pédagogie, quoique quand il y a des médiatrices et des médiateurs, moi j'adore justement en discuter avec elles, avec eux, et de leur faire rencontrer les artistes, de leur donner mon avis, après de leur dire, de toute façon tu diras bien ce que tu as envie de dire. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de passer par derrière, et après écouter, et souvent de me rendre compte qu'il y a des choses auxquelles j'aurais pas pensé, quoi. C'est ça aussi la médiation. Ouais, c'est pour préciser ce que je voulais dire, mais c'est en fait, il y a apprendre par l'expérience, découvrir, être surpris donc par une expérience artistique par exemple, et après sur pédagogie, effectivement c'est important de dire que c'est de l'IA, comment ça fonctionne, quels sont les enjeux. Le musée, effectivement, c'est un pôle de savoir qui est concurrencé et pourtant qui est extrêmement légitime, donc il faut profiter de cette puissance-là. Après, ce qui moi m'intéresse du point de vue Ascmona, c'est ce côté expérientiel, où se dire, est-ce qu'on a besoin d'éduquer les personnes à l'IA? Certainement. Est-ce qu'on a besoin de les éduquer à ce dispositif? Non, ce dispositif doit les conquérir par l'expérience. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Dominique, par le passé, j'avais fondé un prix d'art collaboratif, dans lequel d'ailleurs Dominique était juré, et tu avais fait partie de la sélection pour cette œuvre-là. C'est une œuvre qui s'appelait Bodyfail, je vais rapidement. Donc c'était une collaboration. Nous, notre parti pris, c'était de dire la technologie est trop vaste, elle ne peut pas s'appréhender tout seul. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est de faire se rencontrer des artistes qui travaillent avec de la matière, donc la matière, les plasticiens, les chorégraphes, tout ce qui est matériel, et puis des artistes qui travaillent avec les technologies de pointe. Donc il y a une équipe qui s'est formée d'un chorégraphe, d'un designer d'espace et d'un artiste en IA. Et ils ont pris une caméra de reconnaissance du mouvement. Ils se sont maqués avec un laboratoire d'études des mouvements humains dans la chorégraphie, etc. Et ils ont essayé de voir comment on pouvait flouer par le mouvement de qualité pour l'homme une caméra de reconnaissance du mouvement. Et en fait, vous aviez un espace avec des projections de votre corps sur pas mal de plans, et puis travaillé par le designer, et vous approchiez de cette caméra, par la médiation d'une danseuse qui était là en permanence, elle vous amenait à aller chercher une position défaillante. Et finalement, à la fin, vous aviez votre position défaillante s'applanter, mais le robot intelligent connaissait cette position désormais. Et donc, il y a eu finalement sur l'exposition un registre de positions où vous aviez à la fois une monstration de ce que c'est que l'IA, ce que ça peut générer, deux erreurs que ça peut faire, et finalement de la poésie de l'échange qu'il y a entre un corps humain et une caméra un peu intelligente qui apprend. Et donc je trouvais ça quand même assez intéressant de se dire, là il y a une expérience pour découvrir l'IA, et puis on sort de ce mantra qui revient tout le temps de est-ce que l'IA est plus fort que l'humain, etc. Ce qui est, à mon avis, pas très intéressant. Voilà. C'est intéressant, pardon, de mentionner, là on parle de musée, c'est le sujet, hein, c'est le moment et c'est le lieu. Et
va dire que l'IA est partout et souvent plus d'un point de vue marketing que dans la réalité des faits. Mais c'est aussi très vrai, tout ce qu'on dit, c'est aussi très vrai dans un autre domaine d'activité qui est connexe, qui est le monde du spectacle vivant. Où il y a aussi, tu l'évoques, avec des capteurs, avec des données, avec des danseurs, des chorégraphes. En fait, je pense qu'il n'y a aucune forme artistique qui ne soit pas touchée par ces technologies, dont l'IA. Et encore une fois, il y a beaucoup d'exemples à l'esprit, Frédéric Delias par exemple, avec un collectif. Et encore une fois, aussi bien, et moi c'est ça qui m'intéresse souvent, aussi bien du point de vue de l'outil, du média, que du sujet. Et qui souvent d'ailleurs fait connexion avec d'autres sujets sociétals, parce que finalement l'IA c'est une technologie, mais aujourd'hui c'est un des grands sujets sociétaux. La preuve, on en fait des sommets justement pour essayer de prendre des décisions pour le futur. Merci, je crois qu'on est pour le coup maintenant un peu en retard. Donc si il y a des questions dans le public, une ou deux, oui, il y a quelqu'un là-bas. On va faire vite, promis. Bonjour, déjà merci pour vos interventions. Alors je demandais plutôt par rapport à l'IA et sa dimension, où on sait qu'elle n'est pas étanche justement aux biais dont vous parliez, et notamment sur des points de discrimination et autres, et aussi par rapport du coup aux enjeux politiques, puisque notamment vous parlez beaucoup de OpenAI, enfin voilà, je ne sais pas le prononcer, mais qui appartient aux États-Unis. Et du coup, vu la situation aux États-Unis, on sait que notamment des mots-clés se font bannir du genre femme. Donc sur le long terme, par rapport à la création de contenu, qu'est-ce qui est envisagé vis-à-vis de l'IA pour prévenir justement ces dérives? Allez. En fait, c'est un des grands sujets politiques actuels. C'était justement le sujet du sommet de l'IA. C'est d'ailleurs pour ça que J.D. Vance a quitté le sommet en plein milieu en disant nous, de toute façon, on va pas réglementer. C'est le véritable sujet de l'Europe qui est quand même un petit peu coincé entre la Chine et les États-Unis et qui sans doute a son mot à dire et peut-être même des choses à faire. Et j'en profite juste pour faire entre guillemets de la pub, mais je fais aussi coordinateur d'un MOOC en ligne qui s'appelle mooc-digital.paris. Et dans un mois, je vais échanger, comme toi, poser des questions avec Henri Verdier, qui est l'ambassadeur du numérique en France et qui donc a charge de représenter le numérique en français à l'international et d'essayer de trouver des solutions, de voir d'abord en Europe qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, d'essayer d'échanger avec les grandes zones du monde. Et là, ça amène à ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Et d'ailleurs, j'ai préparé un petit peu comme tu as fait sur la position de la France, de l'ambassadeur, etc. Et ce mot souveraineté, on parle soit de souveraineté des citoyens, des citoyennes ou de souveraineté des États, c'est pas tout à fait, on le lit pas tout à fait de la même manière. Et ça, je dirais que c'est les débats sont lancés. Et c'est même connexe aussi aux questions économiques. Enfin, tout est assez inextricable aujourd'hui et ça rend tout ça assez compliqué. Alors, je peux répondre un peu sur le plan technique, on va dire. On a fait un séminaire sur cette question il y a quelques semaines. Quand le modèle DeepSeek, peut-être que ça parle à quelques-uns d'entre vous, c'est un modèle qui a été développé en Chine, qui est extrêmement puissant et qui est très peu consommateur, puisque justement, la problématique de la Chine est que donc les modèles tournent sur des cartes graphiques NVIDIA. Je vous fais la version très courte, et que les États-Unis bloquent le nombre d'envois de cartes graphiques à la Chine, et qu'en fait, il y a un moment donné où il a fallu réfléchir à une manière d'avoir un modèle tout aussi performant, mais plus petit. Et donc DeepSeek sort extrêmement performant, et tout le monde a râlé en disant mais quand on demande au modèle qu'est-ce qui s'est passé à Tiananmen, il répond qu'il ne s'est absolument jamais rien passé à Tiananmen, et quand on lui demande à qui appartient Taïwan, la réponse est la Chine. Donc là-dessus, effectivement, on le sait que ces grands modèles sont contrôlés par soit des pays, soit en tout cas des grosses usines comme OpenAI, dont quand même Elon Musk est l'un des fondateurs.
faut pas l'oublier non plus, même s'il a été un peu mis de côté. Mais oui, il y a une grosse problématique sur la manière dont ces IA sont générées. Il y a une autre problématique dont on n'a pas forcément parlé là, mais par exemple, OpenAI, c'est un modèle open source, enfin semi-open source, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser OpenAI en local. Par contre, c'est un système d'API qui fait que vous allez être en contact quand même avec OpenAI. Donc il y a aussi des moyens de pouvoir récupérer des modèles open source, et en fait ça c'est vraiment un des enjeux. Alors en particulier dans la recherche, comme on n'a pas beaucoup d'argent, on est obligé d'avoir beaucoup d'idées, et donc du coup il faut privilégier en fait au maximum des open source. Mais il faut toujours avoir conscience de qui est-ce qui les développe derrière. Il y a un modèle qui est extrêmement puissant, qui permet de faire de l'analyse d'images, qui s'appelle SAM, qui est développé par Meta, avec tout ce que ça implique, avec les biais que prend Meta. J'ai eu une réunion avec Meta France il y a quelques semaines aussi, et en fait, pour l'instant, ils sont encore complètement décorrélés enfin, la partie ingénierie de Meta est complètement décorrélée de Instagram, Facebook, etc. Mais oui, c'est évidemment des enjeux sur lesquels il faut faire extrêmement attention quand on utilise les IA. Surtout que c'est très facile, une fois qu'on a compris comment prompter, d'éclater les pare-feux et avoir des réponses un peu compliquées à gérer. D'où l'importance de la médiation de l'IA. Parce qu'on sait qu'en fait, non, mais on sait qu'elle possède toutes ces complexités-là et qu'on peut l'utiliser, mais qu'on n'est pas à l'abri de tous ces biais qui, en plus, questionnent donc l'institution muséale, qui a aussi des biais, mais qui fait beaucoup de travail pour se débiaiser. Donc c'est pas pour revenir en arrière avec un outil qui rechoisit l'histoire, en fait. Voilà. Et puis je rajouterais juste un dernier point sur le fait d'utiliser l'IA pour faire quoi. C'est-à-dire que nous, à un moment, on n'a pas ce problème-là. On utilise OpenAI, Mistral, etc. En fait, nos clients, ils nous demandent, par exemple, Mistral par fierté française, mais pas par risque du biais, puisque de toute manière, on a bridé nos IA pour qu'elles répondent que sur certaines choses de façon très performante. Donc ça dépend aussi de l'utilisation qu'on en fait derrière. Après, la souveraineté, effectivement, OpenAI n'est pas français, mais le système de GPS mondial ne l'est pas non plus. Donc on est dépendant à ce stade d'autres outils. Mais en même temps, c'est intéressant de remarquer ce qui se passe depuis 48 heures sur les bourses à l'international, confutées du fait d'une décision d'une personne, et qui ne peuvent que encourager justement à essayer de retrouver un petit peu de souveraineté. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le contournement du fait de ne pas avoir suffisamment, ça je ne savais pas, c'est super, de cartes Nvidia, et que donc finalement ils consomment moins, mais le problème c'est qu'en même temps, pour avoir été en Chine récemment, on peut dire à peu près tout ce qu'on veut, mais pas trop sur le gouvernement. Donc j'ai envie de dire, et là on se rend compte à quel point tout ça est lié, et on peut espérer que d'une situation assez dramatique actuelle puisse avoir un réveil, y compris de l'Europe, mais aussi pour des questions économiques. On verra. Et juste pour compléter, je sors un peu du contexte des musées, c'est que tous ces modèles sont entraînés sur vos données, au passage. Donc faites gaffe aussi à ce que vous mettez sur les réseaux, etc. Ça participe de l'entraînement de ces modèles, et ça génère aussi des biais par rapport à ce qu'on met sur ces modèles. Et pour faire vraiment un pas de côté, parce que j'ai écouté le podcast en arrivant, il y a un podcast sur les couilles sur la table, sur la question de l'informatique et du numérique, donc qui pose la question des masculinités, en fait des rapports de genre dans le numérique, extrêmement intéressant, sur en particulier les premiers types d'IA, on va dire, que sont les box de Google, je ne sais plus comment elle s'appelle, Alexa ou quelque chose comme ça, qui en fait est entraînée avec des voix de mecs, et donc en fait ne reconnaît pas, ou très mal, quand c'est une femme qui parle. Donc évidemment, il y a tous ces biais qu'il faut dénoncer. Mais écoutez, le podcast, il est très cool. Pour revenir sur la première partie, pas tout à fait d'accord quand tu dis c'est nos données. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, la question de savoir si quel droit on a sur nos propres données, dans quel domaine, par exemple dans le médical, où là, ça devient très intéressant justement de collecter. Quelles sont les données qui doivent être ouvertes, celles qui ne le sont pas. Ça serait le sujet d'un autre débat, mais qui est passionnant aussi. Merci. Je pense qu'on a encore une question. On a encore le temps ? Une dernière. Allez. Merci. Oui, j'avais une question sur un peu la notion en fait d'être auteur, ou sur l'autorialité en utilisant les IA, notamment par exemple sur la génération de ces fables.
si on donne des prompts un petit peu déjà rédigés, et si on se base sur la création d'autres artistes qui nous ont précédés, à quel point réellement en utilisant cet outil ou cette boîte à outils, comme vous préférez l'appeler, on est réellement auteur de ce qu'on a créé? Alors, tu poses une question juridique, mais on a prévu le coup, parce qu'effectivement, avant qu'on s'y mette, on s'est dit ce qu'on a le droit. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser Jean de La Fontaine et Ibn al-Muqaffa et leurs œuvres, et surtout, à qui appartient la fable générée une fois qu'elle est faite? C'est vraiment des questions qu'on s'est posées. Alors, on a bien farfouillé, je vais essayer de répéter bien ce que ma juriste m'a dit pour ne pas dire de bêtises. En gros, une fois que le visiteur a généré sa fable, potentiellement, il peut en faire ce qu'il veut. S'il veut en sortir 50, sortir un recueil de fables et le vendre, il peut le faire. Par contre, s'il y a quelqu'un qui se réveille en disant « bah non, vous pouvez pas le faire toi », peut-être un ayant droit ou peut-être quelqu'un qui veut représenter l'œuvre de Jean de La Fontaine en disant « bah non, ça se fait pas », et que ça va en procès, il n'a pas de quoi justifier le droit d'auteur sur ces œuvres. C'est parce que c'est pas des œuvres originales. Et en fait, la frontière se joue, d'un point de vue un peu juridique, sur la définition d'une œuvre originale, à partir de qui est très complexe. Aujourd'hui, bah vraiment, on parle pas des juristes, mais eux, ils prennent cher avec l'IA en ce moment. Il y a eu l'EA Act, European Act, qui a été rédigé et publié, je crois, en début d'année. Non, l'année dernière, déjà. En tout cas, il est arrivé après qu'on ait travaillé sur le dispositif. On a essayé d'anticiper le plus de choses. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de jurisprudence sur ces sujets, mais il y a vraiment l'idée de, si tu peux justifier l'originalité de l'œuvre, on considère qu'elle t'appartient, et donc là, c'est tout un enjeu. Je pense que tu vas bien en parler, ça d'ailleurs. Mais en tout cas, dans le cadre de notre dispositif, il y avait le fait que le prompt n'est pas du tout créatif et inventif, parce qu'en fait, il y avait 4 catégories de critères à sélectionner, donc c'est pas du tout le cas. Par contre, voilà, il y a un vrai sujet sur l'usage de ce genre de contenu et le fait de pouvoir le réutiliser, et potentiellement n'importe qui aurait pu en sortir un recueil et faire de l'argent avec, je pense. Là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est que les juristes n'ont pas fini de se faire des nœuds au cerveau, et justement, à mon avis, essentiellement, enfin aussi, peut-être surtout dans le monde artistique, parce que si on regarde un petit peu l'histoire de l'art, et même en restant sur le 20e, 21e siècle, là me vient quantité d'idées, dont par exemple une photographe qui, durant un temps, s'était montrée au Musée d'Art Moderne il y a déjà quelques années, a fait toute une série en photographiant des catalogues publiés d'artistes qui avaient une différence de plus de 50 ans entre l'artiste originel et l'artiste qui photographiait les catalogues, qui faisait des tirages et qui l'accrochait dans un musée. Et ça fait œuvre parce que ça nous pose ces questions-là. Mais j'ai envie de dire, ce qui est intéressant aussi, c'est... Dans l'art, on trouve déjà des réponses, y compris avant l'usage de l'IA ou même avant l'Internet. Les artistes conceptuels se sont beaucoup amusés avec ça et justement à essayer de tordre et de contourner. Et ça fait travailler les juristes. Et ça, je trouve que c'est plutôt... je fais confiance aux artistes de ce point de vue-là. Et je rajouterai une dernière chose pour faire une analogie. C'est pareil, j'écoutais un podcast, je ne sais plus le nom, je vous retrouverai la référence, mais quand on pense au sampling dans la musique, c'est quand même une chose un mouvement qui s'est développé dans les années 80 quand il a commencé à avoir les premiers sampleurs, etc. Vous aviez des fois, il y a eu des tubes qui sont en fait des énormes reprises d'autres tubes, où il y a eu des procès 10 ans après, etc. Ça a mis un bazar pas possible dans l'industrie musicale. Et finalement, aujourd'hui, le sampling, c'est devenu une pratique basique, de base. Enfin, à part un musicien, effectivement, Lang Lang ne fait pas de sampling. Il joue du piano à queue et il joue les plus grands récitals du monde. Mais un musicien qui aujourd'hui fait de la musique et assisté un tout petit peu par ordinateur, il y a de très grandes chances qu'il sample. Il a le droit de sampler, il a le droit de diffuser son morceau, il a le droit de gagner de l'argent avec, sauf si ce sampling rappelle une œuvre originale de façon beaucoup trop évidente. Je suis persuadé, si on enlève un peu ces chapes au-dessus des grands noms de l'IA, méta, etc., et qu'on arrive à un peu délier tout ça, qu'on trouvera des mécanismes juridiques qui permettront de réglementer ça. Pas pour le moment, parce qu'effectivement, je pense qu'on est dans une phase trop en amont, quoi. C'est intéressant parce que tu évoques le sampling audio. Dans les années 90, il y en avait déjà avant, mais il y a eu toute une tendance du sampling vidéo avec des grands artistes comme Christian Marclay, qui a fait une œuvre de 24 heures avec que de l'appropriation. Mais l'appropriation, c'est l'histoire du XXe siècle dans l'art. Et en fait,
il a même nommé, on trouve en cherchant un petit peu, l'ordinateur qui a été utilisé. Et c'est un artiste qui a déjà fait du sampling avec, en vidéo analogique, avec une pièce qui s'appelle Téléphone, où c'est que des gens qui téléphonent, qui décrochent, qui parlent, qui répondent, qui raccrochent. C'est magnifique, de Christian Marclay. Et ça, c'est avant, je pense, qu'il utilise l'ordinateur. Avec l'ordinateur, il n'a pas fait une pièce de 15 minutes, il a fait une pièce de 24 heures. Et on peut imaginer qu'aujourd'hui, avec les datasets et l'IA, on puisse faire évidemment une œuvre infinie, etc. Et en fait, la question de l'appropriation en art, là je parlais tout à l'heure de la copie, de l'inspiration, de la citation, de la formation, mais la question de l'appropriation, pardonnez-moi de le citer, Marcel Duchamp déjà, c'est la question du XXe siècle. Donc on n'en a pas fini avec la question de l'appropriation, avec dans l'usage de l'IA qui va faire légiférer, et j'espère pour le monde artistique pas trop. Merci à tous les quatre pour ce très échange. Merci à tous.